Ce soir, la séance a été un petit peu improvisée, en fait, à partir d'un événement qui est passablement anodin, qui est, peut-être vous avez entendu parler que la mairie de Paris a eu une velléité de faire une exposition consacrée à Che Guevara, exposition que j'ai été voir, qui n'a alors mais aucun intérêt. Alors et c'est peu de le dire, c'est vrai. Oui, il y a la moto est chouette, c'est vrai, la moto est chouette, c'est pas celle du Che, mais la moto est sympa. Il y a un beau tableau de Rébérol pour ceux qui aiment aussi. Voilà, sorti de ça, cette exposition n'a strictement aucun intérêt, sauf effectivement d'avoir réveillé une campagne absolument hystérique contre Che Guevara, alors qu'a été menée notamment sur les réseaux sociaux par des gens qui travaillent à France Culture, je pense que tu les connais d'ailleurs Jeannette, comme Frédéric Martel, qui s'est fendu d'un très long texte accusant Che Guevara d'être totalitaire, ça c'est le minimum syndical si j'ose dire, mais d'être un assassin, d'avoir exécuté de ses mains des milliers, des centaines voire des milliers de personnes, d'être le père spirituel de Daesh, d'avoir donné au FLN algérien des cours pour tuer les Français, comme si vous avez eu besoin de ça, etc., etc. Donc, à partir de là, alors qu'en fait l'anniversaire de la mort, enfin la commémoration de la mort du Che était passée quasiment totalement inaperçue, on a eu cette espèce de délire, de bouffée délirante presque, sur Che Guevara. Alors c'est évidemment pas uniquement l'affaire d'un personnage, sinon ça vaudrait pas le coup. C'est le reflet à notre avis, d'une poussée contre-révolutionnaire qui s'exprime particulièrement sur le personnage de Guevara. Maintenant, donc on a eu l'idée de faire un peu cette séance pour regarder un petit peu où on en est de la recherche sur la révolution cubaine et sur Guevara. Alors, qu'on soit bien d'accord, notre propos n'est pas d'être le comité de défense de la mémoire de Che Guevara, d'abord je pense qu'il n'y en a pas besoin, puis ensuite il ne nous attend pas, ni de faire un blanc-seing à tout ce qui a pu être fait, loin s'en faut, à Cuba depuis 1959. Mais de regarder objectivement quelles ont été les parts d'ombre et de lumière de cette révolution, de son influence, de qu'est-ce qu'il en reste, de qu'est-ce qu'elle va devenir, et dans ce cadre-là également, la figure de Che Guevara, avec également ses ombres et ses lumières, avec ce qui a pu être fait aussi, ce qui est le produit de l'époque, et ce qui est aussi peut-être le produit des erreurs. Jeannette, qui est au Conseil scientifique d'Attaque, qui est spécialiste de l'Amérique latine, qui travaille sur Cuba depuis, je dirais bien des décennies, mais ça fait un peu grossier quand même. Voilà, donc va ce soir, comme ça, c'est une dame. C'était une blague. Va donc ce soir nous parler de tout ça. Hop. Bon, alors c'est la première fois depuis que le Che est mort que pratiquement le 50e anniversaire de cette mort, il me faudrait une montre ou un... Bon, parce que la mienne est en réparation. C'est la première fois donc que le 50e anniversaire de sa mort est pratiquement pas célébré, ou en tous les cas pas discuté, et que d'autre part on a eu une campagne, alors rien n'en a dit deux mots, même moi j'ai été surprise par la dimension, enfin terroriste, assassin, Daesh, précurseur de Pol Pot. Et hélas, je vais vous le dire, je reviendrai peut-être une ou deux fois avant d'aborder plus précisément les thèmes qu'il est nécessaire de rediscuter, de revoir, de revisiter concernant le Che et donc la révolution cubaine, puisque bon, ce sera un peu indirect sur la révolution cubaine, mais parce que son destin, sa vie est inséparable. Mais je dois dire que j'ai été absolument sidérée par ce que j'ai pu entendre. Alors le pire ayant été Marcella Yacoub à la radio, j'étais sur Europe 1 avec elle, qui a écrit un livre qui s'appelle Le Che la mort, ne l'achetez pas, qui est quelque chose de... C'est une Argentine, Marcella Yacoub, qui est quelque chose d'une part d'une ignorance crasse,
Il n'y a pas d'autre mot. Et la seule chose qui l'intéresse, c'est ce qu'elle a dit d'ailleurs dans le débat qu'on a eu, c'est de psychanalyser le Che, elle-même disant qu'elle a une formation de psychanalyse. Et alors elle a sorti des énormités. Bon, j'en passe les nerfs, mais je voudrais quand même juste dire tout de suite que malheureusement, il y a ici à gauche, on a eu aussi quelques déboires sur ce plan. Et en particulier, pas en particulier, mais il y a un livre qui a été traduit par les éditions Sileps, écrit par un Américain, ancien trotskiste, ou en tous les cas ayant eu, et ayant peut-être encore, hélas, des affinités avec le trotskisme, qui s'appelle Samuel Farber, qui est un livre absolument lamentable et sur lequel j'aurais quelques commentaires à faire éventuellement. Alors ceci dit, l'essentiel n'est pas là. L'essentiel, c'est en fait... je pense que ce qui est intéressant, c'est bien sûr ne pas faire une quelconque apologie du Che, encore que, mais de discuter dans ce qui, dans sa vie, nous intéresse du point de vue des défis stratégiques et des problèmes qu'il a abordés, et de les éclairer, de les regarder, de les analyser à la lumière de l'actualité du monde tel que nous le connaissons aujourd'hui. Et pour l'essentiel, ces défis, ces perspectives stratégiques, c'est les questions et les débats qu'il a abordés, en se trompant bien sûr sur une série de choses que j'évoquerai, mais pour l'essentiel posent des questions qui sont d'une brûlante actualité aujourd'hui. Alors donc c'est très important, je crois, de revisiter cette pensée, de l'analyser, de la contextualiser, surtout d'un point de vue historique, d'un point de vue géopolitique également. Et je voudrais juste dire, en une espèce d'introduction, si on veut, que cette révolution cubaine, dont il a été un des principaux dirigeants avec Fidel Castro, plus que Raúl Castro d'ailleurs, il faut bien comprendre qu'on ne peut ni analyser, ni interpréter ce que le Che a pu faire, ce qu'il a pu écrire, et de même pour les dirigeants de la révolution cubaine, sans comprendre que cette révolution était une révolution improbable. C'est une anomalie géopolitique, cette révolution. Imaginez une île de 6 millions d'habitants, 6 millions et demi à l'époque, à même pas 200 km des côtes américaines. En Amérique latine, on disait le fatalisme géographique, et on m'a raconté ça après, il n'était pas pensable, c'était peut-être le seul endroit où une révolution, et encore moins une révolution socialiste, caractère socialiste, pouvait avoir lieu. Et donc, en fait, il s'est produit quelque chose qui, même du point de vue des sciences sociales, nous interroge. C'est pas de ça que je vais parler d'abord, mais vous allez le voir au fur et à mesure qu'on va évoquer les principales questions stratégiques, les principaux défis qui sont à discuter dans l'histoire de cette révolution et de la vie du Che. En fait, en réalité, on se demande comment une telle révolution a pu se produire dans ce pays-là. Et si on oublie ce contexte historique et ce contexte géopolitique, on ne comprend rien à rien. Et évidemment, on peut réécrire l'histoire, on peut la refaire de 36 manières différentes. En fait, il faut comprendre que non seulement c'est une anomalie géopolitique à cause de sa proximité avec les États-Unis, mais elle n'a survécu que grâce à l'aide de l'Union soviétique, au fait qu'on est en pleine guerre froide, et que, hélas, cette aide soviétique a permis à la fois sa survie au début, et après, je ne vais pas dire que cette aide l'a enterrée, mais en tous les cas, a préparé un déclin qui risque de lui être fatal. Je ne vais pas faire de pronostic tout de suite. Et en fait, Régis Debray a eu une bonne expression. Il a dit « cette aide soviétique a sanctuarisé cette révolution ». Et c'est exactement l'expression qui convient, la sanctuariser, mais a probablement peut-être réussir à l'enterrer. Alors, deuxième remarque, encore deux petites remarques. D'une part, le Che, pour reprendre, comme on est un peu entre nous, une expression que vous connaissez, le titre d'un bulletin intérieur de l'ancienne LCR, l'histoire lui mord la nuque. Hein, et si on ne comprend pas, mais pas seulement au Che, l'ensemble de la direction,
Si on ne comprend pas ça, si on ne comprend pas l'énorme pression qui pèse sur cette direction, dans des conditions extraordinairement exceptionnelles, on ne comprend évidemment pas non plus une série d'événements qui se sont produits, les tares, les erreurs commises, etc. Il y a quelque chose qui interroge, petite parenthèse, c'est que conditions objectives, conditions subjectives, tout le monde a discuté un peu de tout ça. Conditions objectives à Cuba, on ne peut pas vraiment dire qu'elles étaient réunies. Conditions subjectives, les conditions subjectives, ça a été l'existence d'un mouvement insurrectionnelle qui a mené une lutte armée qui a été victorieuse, je vais y revenir, une lutte armée victorieuse qui a permis cette révolution. Et pour résumer, sans ce mouvement du 26 juillet, sans cette avant-garde, alors on parle beaucoup de la nécessité des partis politiques, etc., il n'y aurait pas eu de révolution, ça fait aucun doute, et je crois d'ailleurs que les avis concordent à peu près de la part de tout le monde sur cette conclusion. Alors un dernier mot. Analyser aussi les défis stratégiques au travers de la trajectoire du Che. Juste pour mémoire, il est mort à 39 ans. Il faut mesurer ce que ça représente. Il est mort à 39 ans. Il a passé 2 ans dans la Sierra Maestra, donc avec cette guérilla, et 5 ans à Cuba, en tout. Alors, une des bêtises qu'on entend le plus souvent concerne ça, justement. Les gens lui attribuent toutes sortes de choses. Mais la Révolution triomphe en 1959. En 1965, il est parti dans des conditions que je vais évoquer ensuite. J'ajoute encore un mot. On est hélas confronté à 2 problèmes. C'était quelqu'un qui écrivait tout le temps, le Che, qui écrivait et qui a écrit vous le savez, jusqu'au 8 octobre. Et il est mort le 9 octobre 1967. Or, que ce soit à Cuba ou en Bolivie, les textes sont sous séquestre. Ils sont sous séquestre à Cuba, ils sont inaccessibles pour l'essentiel. Je parle des textes notamment des textes qu'il a écrits entre 65 et 67 pendant 2 ans, mais pas seulement, parce qu'il organisait des conférences au ministère de l'Industrie sur des débats sur des questions internationales, sur des questions politiques, etc., qui duraient parfois jusqu'à 3 heures du matin. Tout cela, sauf quelques textes que Maspero avait publiés dans sa collection, dans un des petits volumes, tout cela n'est pas accessible, rien n'est accessible. Et de manière symétrique, j'ai rencontré récemment Carlos Soria, qui est le Bolivien qui travaille le plus sur la question, qui a écrit 6 volumes factuels sur l'histoire de la guérilla, qui est quelqu'un de tout à fait remarquable, et il m'a appris l'armée bolivienne a confisqué tout ce qu'ils ont pu trouver. Et c'était pas seulement ce que le Che avait dans son sac à dos, c'est il portait 110 livres. Et on a les 110 livres en Bolivie, pendant les quelques mois qu'a duré cette guérilla. Et dans les 110 livres, il les avait répartis sur les différents guérilleros. Lui-même avait un sacré paquet sur le dos. Et on a la liste, grâce à Carlos Soria, on a la liste de tous ces livres, avec des œuvres de Trotsky, mais pas seulement, un tas d'autres choses. Et tout cela qui est annoté, les carnets qui sont écrits, sont dans les casernes boliviennes et sont inaccessibles. Donc, Evo Morales, qui est président, semble-t-il, n'y a pas accès non plus. Alors, une fois tout cela juste un peu rappelé, je voudrais discuter des 5 axes. Il y a 5 axes de réflexion pour nous aujourd'hui dans la pensée du Che, 5 questions qui sont des questions de l'ordre stratégique, mais je vais prendre plus de temps pour traiter les 3 premières que les 2 dernières, qui sont celles qui, justement, suscitent le plus de débats. Alors, 5 axes, et j'ajoute, évidemment, c'est une pensée en pleine évolution. Donc, c'est une pensée qui, par moments, on voit très bien les tâtonnements, les hésitations, il réfléchit, il s'autocritique, il recommence. Évidemment, c'est une pensée qui n'a pas l'ombre d'un dogmatisme, contrairement à beaucoup de gens qui ont écrit sur lui. Alors, première question, qui est très importante, quelle stratégie révolutionnaire et quelle lutte pour le pouvoir? Alors, la stratégie révolutionnaire mise en œuvre par Fidel Castro, mais par Guevara, et qu'il va résumer dans la guerre de guérilla, c'est à Cuba une stratégie, comme vous le savez, de lutte armée, une guerre de guérilla qui va durer
très peu de temps, hein, puisque ça a 2 ans avant la chute de la dictature de Batista, donc quelque chose qui est totalement impensable aujourd'hui. Et le Che théorise cela. Alors qu'est-ce qu'il théorise? Pas seulement dans la guerre de guérilla. Il théorise évidemment cette stratégie révolutionnaire-là, dans les conditions politiques, historiques de l'époque, et il théorise cette lutte armée, un peu à la Mao Tse-tung d'une certaine façon, puisqu'il dit c'est en fait la guerre de guérilla telle que nous l'avons menée qui a permis de mettre le feu à la plaine et qui a permis la victoire. Alors, cela dit, sans oublier qu'on est dans un pays où il y a, pendant que la guérilla se déroule dans la montagne, des mouvements qui sont de type quasi-insurrectionnel. Hein. Mais pendant qu'il y a eu, auparavant, il y a une longue tradition de lutte. Cuba, c'est un des pays d'Amérique latine qui a, pendant les guerres d'indépendance, connu justement des formes de lutte armée similaires. Mais donc il y a cette tradition historique, mais dans la conjoncture cubaine, que rien n'annonçait spécialement, il y a eu une combinaison effectivement entre une forme de combinaison entre ce qui se passait dans la Sierra Maestra et ce qui s'est passé dans les luttes urbaines. Et des luttes urbaines qui ont eu une ampleur considérable au fur et à mesure que la guérilla accumule les victoires dans la Sierra Maestra. Et je voudrais juste faire 2 remarques à ce propos. Hein. Donc, l'étincelle qui met le feu à la plaine, ben, il y a quelque chose comme ça. Évidemment, il y avait des conditions qui ont été quand même propices. Enfin, l'essentiel de cette victoire est dû à une pensée stratégique révolutionnaire absolument exceptionnelle. Et à une équipe révolutionnaire, une équipe de direction exceptionnelle. Mais, contrairement aussi à ce qu'on a pu écrire par la suite, et à ce que Régis Debray aussi a raconté, mais qui n'est pas révolution dans la révolution, c'est pas vrai que ce qui a été appliqué à Cuba, c'est une stratégie fauquiste. Ça, c'est pas vrai. Le fauquisme, on l'a vu après, parce que ça a été une caricature. On a mis en pratique en Amérique latine des espèces de luttes armées qui n'en étaient pas, en caricaturant complètement ce qu'avait été l'expérience cubaine. Mais je dis tout ça pour voir après ce qui aujourd'hui montre, ce qui aujourd'hui n'est plus adapté, ce qui est aujourd'hui de toute évidence dépassé. Mais ce que le Che, Fidel Castro aussi théorise dans la guerre de guérilla, c'est effectivement cette guérilla et cette guerre de guérilla, et il le théorise comme une guerre de guérilla qui se déroule dans les campagnes. C'est une guerre de guérilla rurale. Et pourquoi est-ce qu'à l'époque, il théorise ça? Pas pour tous les pays d'Amérique latine, hein. Si vous relisez la guerre de guérilla, c'est très précis, mais pour les pays dont la formation sociale est d'abord en majorité paysanne, ce qui était le cas pour de nombreux pays. On est dans les années 50, ce qui a été le cas en Guatemala, ce qui était le cas même en Bolivie, où il y avait pourtant une tradition de lutte des mineurs importante, enfin, ce qui a été le cas dans beaucoup de pays. Or, en fait, et il écrit une deuxième, donc première remarque, il tient compte de ses formations sociales, et la deuxième remarque, il dit, contrairement à ce qu'on a pu lui faire, il écrit, contrairement à ce qu'on a pu lui faire dire, que la lutte armée, la guérilla, n'a de sens que lorsque les modèles démocratiques sont épuisés, lorsque toutes les formes de lutte démocratique parlementaire ont été épuisées. Bon, ce qui est totalement opposé, évidemment, au fauquisme tel qu'il a été interprété par la suite. Alors, pour résumer, et j'en viens maintenant aujourd'hui, les enseignements de ça et la critique, pour résumer, il ne fait pas de la guérilla elle-même une stratégie, il dit la guerre de guérilla c'est une méthode. Hein, en espagnol, c'est le titre même de son premier ouvrage, qui est un ouvrage très précoce. C'est là qu'il tire les enseignements de ce qui s'est passé dans la Sierra Maestra. C'est une méthode. Alors le débat, ça sera ma dernière, j'y reviendrai à la fin, c'est qu'évidemment, quand on dit ça, on vous dit, ah oui d'accord, mais la Bolivie, mais le Congo, rien à voir avec tout ça. Alors justement, il y a un problème d'interprétation sur le Congo, pourquoi le Congo, et comment la Bolivie, et j'y reviendrai à la fin. Mais aujourd'hui, est-ce que la stratégie adoptée à Cuba est encore valide? Pratiquement pas. Alors, bon, on peut nuancer quand même un petit peu, mais c'est ça la question que nous
que nous nous posons que nous pouvons nous poser avec les Latino-Américains. Pratiquement pas. Alors, il faut faire attention. Donc, j'arrive à la fin de mon premier point sur cette question. Il faut faire attention quand même parce qu'en Colombie, comme vous le savez, les FARC qui viennent de désarmer, après avoir passé un accord, bon, il faut voir le résultat, c'est pas le sujet, hein, mais enfin, la situation est absolument terrible parce qu'ils se font assassiner maintenant un peu les uns après les autres. Bon, ça s'était déjà passé. Mais la leçon à tirer, et il y a aussi le LN, l'Armée de Libération Nationale, qui continue sur une optique de guérilla rurale, hein, qui est très similaire. Pourquoi est-ce qu'ils sont finalement arrivés à cette conclusion qu'il fallait arrêter? Parce que ils ont un appui paysan très fort, hein, il ne faut pas sous-estimer. Ils ont un appui dans les campagnes, dans les régions plus lointaines, mais dans les villes, ils sont totalement rejetés. Et la majorité de la population colombienne, et c'est pareil pour le reste de l'Amérique latine, est aujourd'hui une population urbaine. Donc cette guerre de guérilla dans les campagnes et dans les zones rurales est quelque chose qui, sauf exception, a épuisé son potentiel. Et il suffit d'ailleurs que si vous regardez un petit peu tout ce qui s'est passé dans la période récente, à part quelques pays d'Amérique centrale, eh bien, on arrive à peu près à cette conclusion, à quelques exceptions près, et je nuance juste un peu parce que c'est lointain aussi, mais 1979, le Nicaragua, c'est la victoire des sandinistes, c'est une victoire qui est le produit d'une stratégie de guerre de guérilla. Le Salvador aussi. Et si ça marche aussi au Salvador, au dernier moment, l'affaire a été tragiquement terminée, c'est à cause de toute autre chose. Les Salvadoriens étaient à la porte du pouvoir, il n'y a aucun doute là-dessus. Bon, là-dessus, il y a eu l'enterrement, l'accord Gorbatchev et l'enterrement, le blocage complet du FMLN, etc. Bon, mais je veux dire, on peut dire que au début des années fin des années 80-90, on a une stratégie révolutionnaire de prise du pouvoir qui est encore dans certaines conditions applicables. Ce qui est clair, c'est qu'elle ne l'est pas aujourd'hui. Mais je voudrais conclure donc cette première partie par deux remarques. C'est que aujourd'hui, la question stratégique, elle n'est pas résolue du tout. Alors on a beaucoup de... si vous regardez ce qui s'est passé, que je ne vais pas détailler ici avec les gouvernements, qu'on appelle post-néolibéraux en Amérique latine, hein, la vague rose, le Brésil, la Bolivie, on peut dire peut-être un peu l'Argentine, l'Équateur, etc. Vous voyez le bilan. Bon, donc en fait, on a une question, la question du pouvoir n'est pas réglée, et on a au contraire, y compris dans des stratégies des victoires électorales, mais sur la base de mouvements en tout cas insurrectionnel, extrêmement puissant. Si vous regardez ce qui s'est passé en Bolivie et ailleurs, bon, c'est très impressionnant, et néanmoins, on est maintenant pratiquement face à un échec. Alors, je termine sur cette première partie avec une interrogation. En Amérique latine, vu, en plus, je ne l'ai pas abordé là, les problèmes qu'ont engendré ces guérillas, les déformations, les déviations, etc., la violence révolutionnaire, entre guillemets, on a eu des théorisations alternatives, notamment celle de John Holloway, qui a été extrêmement lié à Marcos et aux zapatistes. Donc vous connaissez le livre qui a été traduit, « Changer le monde sans prendre le pouvoir ». Changer le monde sans prendre le pouvoir, pour l'instant, nous n'en avons aucun exemple. Hein. Donc je conclus cette première partie par une impasse stratégique. Bon, l'ancienne stratégie, en tout cas celle qui a été mise en œuvre à Cuba, n'est plus applicable. Et la grande question, c'est de savoir, je ne vais pas y répondre maintenant, laquelle nous pouvons appliquer aujourd'hui. La deuxième grande question très importante, c'est un autre défi, et là, le sujet est brûlant à propos du Che et de Cuba, c'est l'affrontement est-il inévitable? Et puisqu'il semble quand même qu'il soit inévitable, au vu y compris des dernières expériences latino-américaines, quelle démocratie est-elle possible? C'est-à-dire comment, dans les pays, soit on peut changer le monde sans prendre le pouvoir, mais si ce n'est pas possible, à quoi est-on confronté? Et quand on regarde les réponses qu'apporte Holloway, qu'apporte Tony Negri,
et beaucoup d'autres, hein, Sibeki aussi en Amérique latine. Évidemment, il y a maintenant qu'on a eu une contre-expérience, si l'on veut, avec tous ces gouvernements qui ont réussi à gagner les élections sur la base d'une très puissante mobilisation des masses, donc ce n'est pas des victoires électorales comme ça, et qu'on regarde le bilan, évidemment, la question qui se pose, c'est Cuba était une forteresse assiégée, la guerre civile a duré 5 ans, hein, Cuba de 1959 jusqu'à 64-65, il y a des guérillas paysannes contre, on n'en parlait pas beaucoup, mais des guérillas paysannes dans l'Escambray qui sont extrêmement actives et qui sont alimentées, je vous citerai un rapport de la CIA d'ailleurs, directement alimentées depuis les États-Unis. Alors, la question qui est posée et qui évidemment est peut-être la plus brûlante dans les évocations du Che, c'est la violence dans ces conditions, la violence révolutionnaire telle qu'elle a été appliquée, les peines de mort après. Alors, il y a des exécutions avant la prise du pouvoir, et puis il y a la peine de mort, les jurys populaires après la prise du pouvoir. Alors, bon, il est évident là qu'on est, alors je rappelle, hein, on est en 59, et qu'il y a des pratiques qui aujourd'hui ne sont plus à l'ordre du jour, et qu'on ne peut absolument pas défendre. Mais, je vais donner les conditions dans lesquelles tout ça se passe, il faut bien comprendre dans quel contexte on est quand même. C'est pas possible de comme ça revoir l'histoire en oubliant et dans quel pays et à quoi ce pays est soumis. Alors on est dans un contexte non seulement d'un pays qui est un pays extrêmement sous-développé. Cuba est un pays, alors ça aussi est parfois contesté, parce qu'on vous dit, avant la Révolution, Cuba c'était un pays extrêmement moderne, avec des communications, un réseau de téléphonie, un réseau d'électricité exceptionnel, supérieur à ce qu'on connaissait même dans d'autres pays d'Amérique latine. Oui, à la Havane. À la Havane. Le reste du pays est un pays, il y a 25% d'analphabètes minimum, ce sont les chiffres de la Banque mondiale, a priori peu contestable. C'est un pays absolument misérable, c'est un pays qui dépend, où il y a une corruption, même avant Batista, même avant la dictature. Bon, c'est un pays qui est un pays en plus qui n'a que peu de ressources, bref. Et c'est un pays dans lequel donc cette guerre de guérilla se développe. Alors, je prends juste un petit exemple parce que j'aurai pas le temps après. Je vais passer tout de suite à 59, ce qui se passe à ce moment-là. Mais dans la Sierra Maestra, il y a, et le Che le raconte lui-même, à un moment donné, on découvre qu'un traître, c'est un agent de Batista, s'est infiltré, il s'appelle Eutimio Guerra, et ils sont en guerre, hein, ils décident de l'exécuter. Et il y a des soldats de l'armée rebelle qui hésitent et qui ne veulent pas. Et à ce moment-là, le Che prend son fusil et il le tue. Il le raconte lui-même, hein, dans son journal. Alors ça, bon, vous imaginez, c'est extrêmement... Moi, on m'a sorti ça partout, mais c'est incontestable, il le dit lui-même. Alors, on peut discuter, hein, mais enfin, dans la résistance, en France, le colonel Fabien, etc., si on commence... on n'est pas du tout en temps de paix. Il est exécuté dans la montagne, c'est un agent envoyé par Batista. Alors, en tous les cas, au moins faut-il préciser cela. Il n'a pas tué, parce que, bon, Yacoub, justement, m'a sorti ça, il a tué de sang-froid. Bon, on croirait qu'il lui a tiré dessus en passant dans la rue. Bon, donc, je passe tout de suite à 59. 59, là, les choses sont plus importantes. Il y a dans les évaluations, alors, des évaluations plus ou moins fiables, bien sûr. On estime d'une part que pendant les 2 ans de la lutte armée, il y a eu 20 000 morts sous la police de Batista. On a des photos, hein, des torturés. Alors, j'aurais dû penser à les amener pour vous les montrer, parce qu'il y a des livres qui ont publié. Bon, c'est absolument épouvantable. Mais il y a environ, au moment du premier mois de janvier 59, on estime environ 500 agents, tortionnaires, etc., de la police, qui sont exécutés, qui subissent des peines de mort, donc dans les stades. Et le grand procureur de ces procès, c'est le Che. Alors, au passage, alors,
les jurys sont des formes de jury populaires. On ne fait plus ça aujourd'hui non plus. Hein. Il n'y a aucun doute que ce sont des pratiques qui ne sont pas acceptables. La foule est réunie dans un immense stade. C'est filmé. Et on voit, parfois on le montre à la télévision, et on voit effectivement les tortionnaires en question, alors accusés, on voit les familles qui arrivent, on voit même à un moment donné, on voit un enfant qui arrive et qui accuse un agent de Batista d'avoir tué son père sous ses yeux, de l'avoir torturé, etc. Toujours est-il donc que ces jurys populaires sont dans ces stades et hurlent. Alors le spectacle n'est pas terrible, c'est loin qu'on puisse dire. Et à ce moment-là, celui qui fait office de procureur à la Cabana, donc dans une des forteresses autour de la Havane, c'est le Che. Là aussi, je renvoie à l'époque, la peine de mort existe en France. On est en 59, 12 ans auparavant, c'était la fin de la guerre mondiale, ce qui s'est passé après les résistances. Donc tout ça, évidemment, on ne fait plus. Mais il faut se rappeler dans quel contexte on est. Ceci dit, j'en profite quand même pour un petit point d'interrogation que les historiens, notamment américains, ont raison de soulever. Pourquoi est-ce que c'est le Che qui est procureur, qui est argentin, qui est procureur de la Cabana? C'est quand même assez étrange que ce soit un Argentin, même s'il est naturalisé cubain, et c'est Fidel Castro qui l'a envoyé comme procureur. Alors, certains y voient déjà le côté machiavélique de Fidel à l'œuvre, et c'est vrai qu'en tous les cas c'est une vraie question. C'était certainement pas... Bon, et le Che là-dessus, bon, c'est indiscipliné, on l'envoie, il fait... Bon. Donc je souligne ça. Et pour terminer sur cette deuxième partie qui pose beaucoup de problèmes, du point de vue de l'état de droit, du point de vue de la justice révolutionnaire, du point de vue de l'émancipation tout simplement, comment on procède, mais la contradiction, le vrai problème quand même n'est pas facile à traiter. On est à Cuba, alors je vais vous... Premièrement, en 1959, donc la Cabana, les 500 tortionnaires, on dit 500, certains disent 300. Le régime, à La Havane, le gouvernement dit 250, je crois. Mais enfin, c'est de cet ordre-là à peu près. La guerre civile, donc, à Cuba, va durer jusqu'en 1965. Les guérillas paysannes, je le répète, dans l'Escambray, dans la Sierra, dans une autre montagne, sont puissantes et ne sont anéanties qu'à ce moment-là. En 1961, donc tout juste 2 ans après, c'est la baie des cochons. 1962, c'est la crise des fusées et l'embargo américain généralisé. Donc, est-ce qu'on est dans quel type de situation, quel type d'État, quel type de régime? Un régime qui est en train de se construire comme un régime autoritaire, il n'y a aucun doute là-dessus. Alors, je vous lis simplement, avant de... je vais y revenir, je voudrais quand même vous lire rapidement le rapport du colonel Hawkins, chef de la task force des paramilitaires de la CIA. Et c'est un rapport sur ce qui s'est passé entre 1960 et 1961. Entre octobre 1960 et 1961, nous avons perpétré environ 110 attentats à la dynamite contre des objectifs politiques et économiques. Nous avons réussi à placer 200 bombes. Nous avons fait dérailler 6 trains. Nous avons laissé inactive la raffinerie de Santiago de Cuba pendant 1 semaine et nous l'avons détruite à partir d'une attaque surprise à partir de la mer des Caraïbes. Nous avons provoqué 150 incendies contre des usines publiques et privées. Il y a encore des entreprises publiques à ce moment-là. Nous avons attaqué 21 logements de dirigeants communistes et 800 incendies dans des plantations de canne. Ces opérations ont eu un succès considérable. Les embarcations qui faisaient le transport de Miami à Cuba ont pu remettre à Cuba même 40 tonnes d'explosifs, d'équipements militaires. Et elles ont réussi à infiltrer un grand nombre de personnels paramilitaires, plusieurs centaines. La majorité des sabotages perpétrés à La Havane et dans d'autres lieux se sont réalisés grâce à des matériaux envoyés de cette manière. Donc c'est un colonel Hawkins qui fait le bilan
de l'intervention de la CIA sur 1 an. Et ça va durer beaucoup plus longtemps que ça. Donc le pays est quand même en guerre. La baie des Cochons, c'est une invasion militaire. Donc on ne peut pas considérer qu'on a dans ces conditions-là un État démocratique dans lequel s'exerce comme ça, de manière paisible, pacifique, le pouvoir récemment conquis par ces révolutionnaires. Donc c'est une vraie question. Et pour terminer justement cette partie, puisque j'additionne un peu les interrogations, mais pour montrer en quoi les problèmes de l'époque, les défis stratégiques de l'époque, les réponses qui sont apportées et qui sont en partie indiscutablement érodées, mais dans le contexte de l'époque, est-ce qu'aujourd'hui on a une réponse à ça? Donc je vais terminer sur cette deuxième partie, sur ce que Trotsky appelait le nœud coulant démocratique. Parce que, comme vous l'avez sûrement constaté, en Amérique latine, pour l'instant, les coups d'État militaires traditionnels, les marines qui débarquaient, etc., ça n'a pas lieu, ça ne se passe plus comme ça. Mais ça se passe avec des coups d'État institutionnels, ça se passe avec des manœuvres politiques, ça se passe surtout par des offensives idéologiques, ce qu'on appelle le soft power, qui sont des offensives extrêmement efficaces de déstabilisation de la société. Et donc, la vraie question, c'est les processus, comment faire que des processus d'émancipation qui se développent dans un contexte de domination et d'oppression, et y compris d'intervention militaire, sans oublier la mondialisation, qui complique un peu les choses. On est dans des impasses, on reste dans une impasse stratégique. Il n'y a pas depuis lors d'expérience de révolution victorieuse d'un point de vue socialiste, qui est réellement, je ne parle pas de ce qu'on a pu voir en Amérique latine ou ailleurs. Donc il y a effectivement là une vraie question à laquelle pour l'instant les réponses sont pour le moins problématiques. Et à partir de là s'instaure, alors je n'aborde pas la suite du tout, à Cuba un régime autoritaire, incontestablement. C'est à partir de là que effectivement les 3 courants politiques les plus importants, dont le vieux parti communiste cubain, qui est un vieux parti stalinien totalement inféodé à Moscou, le PSP, et qui a attaqué complètement le mouvement du 26 juillet dès ses premières actions. C'est à partir de là que ces 3 courants politiques fusionnent pour former, et vont commencer à former en 1965 un parti communiste cubain qui va s'appeler PCC, Parti communiste cubain, qui est un parti unique, un parti d'État, un parti monolithique. Et là, l'histoire va commencer peu à peu, progressivement, à dériver. Mais changer le monde sans prendre le pouvoir, pour le moment, l'histoire n'en a pas fait la preuve, et encore moins aujourd'hui, je dirais, qu'à l'époque. Alors, troisième, donc, pour terminer sur cette deuxième grand questionnement, aux États-Unis, et notamment ce livre que je trouve lamentable de Samuel Farber, qui écrit surtout, fait une critique très virulente, n'est-ce pas, parce qu'il dit le socialisme, c'est majority rule et minority rights. La majorité, la règle de la majorité, les droits de la minorité. Et donc, il attaque, dès le début, Cuba, le gouvernement, le régime, dont il dit par ailleurs que c'est un nouveau régime classiste, enfin que c'est une domination, ce n'est pas une bureaucratie, au fur et à mesure que la bureaucratisation va s'effectuer, mais que c'est une domination de classe. Ne démontre pas grand-chose. Autrement dit, règle majoritaire, droit de la minorité, mais dans un contexte comme celui, en tous les cas, que je viens de rappeler de manière très schématique, le pluripartisme pose problème, en tous les cas, mais le parti unique et parti d'État va en poser encore plus, en tous les cas, va en poser autant par la suite. Et si vous regardez les manœuvres institutionnelles, les manœuvres parlementaires qui sont aujourd'hui à l'œuvre en Amérique latine, on comprend il y a un seul pays qui a détruit de la base au sommet intégralement
l'appareil d'État antérieur, c'est Cuba. Bon, il n'y a aucun autre pays aucune des révolutions, ni la mexicaine, ni les insurrections boliviennes, etc., n'ont réussi, enfin n'ont fait cela. Alors après, on peut se dire qu'on change le pouvoir, on change le monde sans prendre le pouvoir, donc on laisse l'appareil d'État intact. Je n'ai pas le temps de parler du Venezuela, mais enfin, au Venezuela, il est resté largement intact et le résultat n'est pas exactement celui qu'on aurait pu souhaiter. Alors, troisième grande question, à la fois stratégique et théorique, tout cela fait partie de la réflexion de Che. Dans la discussion, on pourra y revenir. J'ai préféré reprendre un peu toutes ces questions pour montrer quels sont les problèmes qu'elle pose. Quelle transition? Donc, troisième grande question, quelle transition? Le grand débat sur la stratégie économique qui a lieu à Cuba, il a lieu entre 1963 et 1964, donc pendant 2 ans, le Che est encore là. Ça va se conclure d'une certaine manière par le discours d'Alger, dont je vais dire 2 mots ensuite, et par son départ de La Havane, puisque ce débat va se terminer par sa défaite, une défaite politique très importante. Alors, quelle transition, quel grand débat? Eh bien, d'abord, ça a été ce débat sur la transition, qui n'est pas seulement un débat sur la politique économique, qui n'est même pas, il y a plein de contresens aussi ici, qui n'est même pas d'abord un débat sur la politique économique, qui est en réalité un débat sur la transition, un débat sur l'Union soviétique, dont il découvre, parce qu'il est ministre de l'Industrie, qu'il y fait beaucoup de voyages, dont il découvre petit à petit l'ampleur du désastre, et il l'écrit, il va l'écrire en plus, y compris après son départ. Ce débat, c'est un débat sur justement quel socialisme, quelle émancipation. Et ce débat est un débat public, contradictoire, public, et c'est le seul. Il n'y a eu aucun autre débat de cet ordre à Cuba depuis lors. Je renvoie aussi à de nombreux écrits qui parlent, y compris Farber, et il invite à ce débat, il faut mesurer ce que ça veut dire à cette époque, il invite à ce débat Charles Bettelheim, qui défend une position proche des réformes soviétiques, des réformes marchandes, de la libéralisation économique, et il invite Ernest Mandel, dirigeant de la 4e internationale, ce qui va être en partie à l'origine de la réaction soviétique après le discours d'Alger et sa mise à l'écart. Donc, le débat est public. Le débat, il a en plus, assez malin, il a une revue, il est ministre de l'Industrie, il a une revue qui s'appelle Nuestra Industria, j'ai la collection, ce qui est bon, de l'époque, et il publie tout dans la revue. Les positions des uns et des autres. Ça ne s'est jamais produit à Cuba depuis, jamais. Alors maintenant, on commence à avoir des blogs avec des gens sur Internet qui discutent, mais là, la revue, c'est la revue du ministère. Bon, et on la trouve au ministère, mais elle est largement diffusée. Et dans ces débats publics, il a Ernest Mandel avec lui contre les positions de Charles Bettelheim. Le débat, je vous le dis, mais je ne veux pas insister là-dessus, sur quoi porte d'abord comme ça la discussion? Elle porte sur 3 choses, sur 3 questions. Premièrement, sur la question des salaires. Bon, parce que le Che est ce qu'on appelle les stimulants matériels, les stimulants moraux. La position que défend le Che, mais qui correspond à une situation objective, je viens de dire 2 mots, c'est on doit favoriser non pas les stimulants moraux, qui serait quelque chose une pensée qu'on lui attribue qui est assez bête. Il défend le fait que les augmentations, d'abord il est contre le salaire au rendement, contre le salaire aux pièces, il explique pourquoi, et il défend le fait que les stimulants moraux, enfin les salaires doivent être augmentés en fonction de la qualification professionnelle et de la formation. Il dit ce qui doit justifier, motiver, mobiliser une augmentation salariale, c'est d'abord la formation et la qualification. Et c'est très important parce que, juste pour vous donner 2 chiffres, 70% par exemple des médecins sont partis après la Révolution. 70% des ingénieurs ont quitté le pays. C'est-à-dire que toutes les classes moyennes qualifiées sont parties. Et on se retrouve, et ils se retrouvent au ministère de l'Industrie. Enfin, moi, ils existent encore, d'ailleurs, pour un bon nombre, des gens qui, à l'époque, étaient analphabètes et qui l'alphabétisent le soir dans son bureau, parce qu'on lui met des gardes du corps, il ne veut pas de garde du corps, mais enfin bon.
Et donc, première question discutée, celle-là. Bettelheim et une partie des dirigeants, notamment les anciens dirigeants du PC cubain, du vieux PC, défendent la position inverse. Deuxième question, l'autonomie des entreprises et la planification. Alors la position, on est à ce moment-là, en 1965, en pleine réforme économique libérale en URSS, en Union soviétique, les réformes Lieberman-Trapeznikov. Ces réformes sont des réformes on va le dire comme ça, enfin, d'ouverture au privé, de réforme marchande, d'ouverture y compris à certains investissements étrangers, etc. Et il combat totalement cette position, et il dit que cette position met en cause la planification centrale à Cuba. Et je ne veux pas développer trop parce que... Bon, et troisième débat sur la loi de la valeur, un débat plus théorique. Mais derrière tout ça, il y a deux choses. Il y a d'abord le contexte... social, économique et social à Cuba à ce moment-là. Et là, c'est Fidel Castro lui-même qui dit de toute façon, en réponse à Bettelheim et aux autres, vous voulez qu'on augmente les salaires, mais les gens ont plein de pesos dans les poches, exact, hein, et il n'y a rien dans les boutiques, rien sur les étagères. Ils ne peuvent rien en faire, ils ne peuvent pas les acheter. À un moment donné, les gens disaient, je vais tapisser mes murs avec les pesos. Parce que la crise est terrible, et donc le problème, en réalité, d'ailleurs, n'est même pas vraiment, indépendamment du débat politique, n'est pas ça. Donc, voilà les termes du débat, qui est un débat évidemment très important, mais derrière ça, il y a quoi? Il y a le fait que, effectivement, sa pensée est en constante évolution. Depuis qu'il est ministre de l'Industrie, il a fait 12 ou 15 voyages en Union soviétique. Et là, il revient catastrophé. Et il le dit... là, pas publiquement, il le dit dans les conférences du ministère, parce que c'est un ministère super organisé d'ailleurs. Autre chose, les gens, il y a encore plein de gens qui ont travaillé avec le Che à Cuba, hein, qui racontent, bon, moi j'en ai rencontré des dizaines, hein, qui racontent comment ça se passait. Les gens qui vont à Cuba et qui ne sont même pas fichus, alors Farber, ses références sont livresques, hein, on a que, bon, il faut voir à quel livre il se réfère. Mais bon... vous avez plein de gens qui vous racontent ces débats, qui racontent ces discussions. Et on sent là que, d'une part, c'est une pensée en complète évolution, on sent qu'il tâtonne, qu'il découvre petit à petit, qu'il comprend qu'il écrit, il va écrire, hein, que ce pays, l'URSS, va retourner au capitalisme. Bon, à l'époque, il n'y avait quand même pas tellement. Et il dénonce les salaires des directeurs, les primes accordées aux directeurs, les privilèges, le côté absolument, déjà à ce moment-là, la manière dont les salariés, les ouvriers disent que de toute façon, vu comment ils sont payés, ils en font assez, etc. Il sent la désagrégation soviétique, mais il est tout de suite extrêmement attaqué par les dirigeants de l'ancien PSP, de l'ancien Parti communiste cubain, à ce moment-là. Et en fait, plus tard, il va critiquer la NEP de Lénine, alors on pourra revenir dans la discussion, mais on sent qu'il y a aussi des tâtonnements. C'est quelqu'un qui, à ce moment-là, il a 27 ans, non, un peu plus, 32, 33. On sent, alors, ils font des séances de lecture du Capital, hein, au ministère de l'Industrie, des séances de travail, il prend des cours de mathématiques également, enfin bref. Et on sent que là, il dévore, il lit beaucoup et il s'interroge. Et bien sûr que par moments, les réponses peuvent être tout à fait contestables, je vais y revenir, mais il est obsédé par une chose qui était l'objectif économique de la guérilla dans son ensemble, y compris de Fidel Castro. Il veut sortir de la monoculture de la canne à sucre et diversifier l'économie. Et ça, c'est un exemple très important et intéressant, et donc il décide qu'il faut donner la priorité à la diversification et à l'industrialisation. Et là, il va connaître un échec complet. Et c'est très intéressant de savoir, parce que l'échec, c'est pas son échec. Donc, en premier lieu, il impulse cette industrialisation avec des investissements, etc. Bon, tout ça coûte cher. Et tout d'un coup, les ressources manquent, parce que dans les toutes premières années, il diminue hein, aussi, tout ce qui est affecté au développement de la canne à sucre, tout ce qui est affecté à la récolte de la canne à sucre, pour donner la priorité justement à la diversification, à l'industrialisation. Mais au fur et à mesure que, en quelques mois d'ailleurs, un an et demi exactement, que les ressources qui étaient rapport que la canne à sucre permettait
d'avoir, au fur et à mesure que ces ressources diminuent, eh bien, le corollaire de l'affaire, c'est que le pays rentre en crise et son projet d'industrialisation et de diversification va se casser la figure. Et ça, c'est intéressant, je le raconte comme ça de façon schématique, mais c'est intéressant parce que si on repense au Venezuela, ça aussi, c'est un grand problème aujourd'hui, si on repense au Venezuela et à l'ensemble de ces pays, hein, économie pétrolière, économie rentière, etc., dont on dit c'est pas possible de construire une économie à Cuba. La canne à sucre, c'était 80% des recettes d'exportation, et un grand historien cubain disait nous dépendons d'un seul produit et d'un seul débouché, parce que 80% des ressources, c'était le sucre, et 80% des exportations de sucre allaient aux États-Unis. Donc, vous imaginez une dépendance pareille, comment vous construisez l'économie d'un pays comme ça. Donc, mais la rupture s'est révélée à ce moment-là d'autant moins possible que intervient l'Union soviétique. Ce qui explique aussi son évolution. Et intervient l'Union soviétique, pourquoi? Parce que l'Union soviétique propose, ce qui à court terme est quelque chose d'utile, l'échange sucre-pétrole. C'est encore un quart d'heure. Ouais, oui, parce que c'était trois questions les plus importantes, les autres, ça va aller beaucoup plus vite. Bon, l'Union soviétique, à partir de là, et après le grand débat, et pendant le grand débat, propose un accord à Cuba, qui est un accord d'échange, d'accord de troc, pétrole-sucre, qui est, vous produisez 10 millions de tonnes de sucre en 1970 et en échange, on vous vend du pétrole. Et ça va être la catastrophe absolue, non seulement en 1970, parce que les 10 millions de tonnes ne sont jamais produites, donc le pays est au bord de l'effondrement, mais par la suite également. Donc on pourrait résumer ça sur le court terme. Et donc l'Union soviétique, elle, en quoi le PCUS a-t-il intérêt dans cette affaire? Le sucre de canne coûte beaucoup moins cher que le sucre de betterave. Hein. Et en plus, la production de sucre de betterave en URSS est insuffisante par rapport aux besoins. Donc rien que de ce point de vue-là, l'accord est avantageux, sans compter les avantages politiques que Moscou en retire. Cuba va devenir plus tard une vitrine. Mais donc l'accord conclu, et je termine sur cette partie-là, l'accord conclu avec Moscou en plus va totalement à l'encontre des objectifs que le Che, en tant que ministre de l'Industrie, s'est fixé. Et donc, à ce moment-là, c'est Raúl Castro qui part en Union soviétique à la fin de ce grand débat, donc en 1964, et qui signe cet accord, hein, pétrole contre sucre, dans les conditions que je viens d'évoquer. La défaite politique du Che à la suite de ce grand débat, elle est totale. C'est une défaite politique et c'est une défaite très importante. Il est battu, il était contre cet accord et les termes de cet accord, et Cuba va devenir le grenier à sucre du Comecon. Donc on peut dire d'une certaine façon, le paradoxe, c'est que ce qui a permis la survie du pays pendant les premières années va entraîner sa crise dans les années suivantes. Donc sur le long terme, cette affaire a été véritablement dramatique. Donc jusqu'à l'effondrement, l'effondrement de l'URSS 1990-1991. Donc c'est dans ces conditions-là qu'il va à Alger prononcer ce discours connu, qui est un discours public d'attaque de l'Union soviétique, dans lequel il reproche à l'URSS il utilise l'expression, on peut discuter si c'était très habile, de complicité avec l'impérialisme à cause des termes de l'échange qui sont imposés aux pays dominés. Et donc, il revient après ce discours d'Alger, je termine sur cette troisième partie, donc une contradiction terrible aussi, hein, parce que si au début, la révolution n'aurait peut-être pas, sans doute pas survécu sans cette aide, et en même temps, cette aide va plus ou moins être le signal de sa fin sur le long terme. Le discours d'Alger, il revient à Cuba. Bon, je pense que vous connaissez. Il rencontre pendant 2 jours, il s'enferme avec Fidel Castro. On ne le voit plus jamais et il part. Et on ne sait pas d'ailleurs où il est. Alors j'en viens à mes 2 dernières questions que je vais traiter plus rapidement parce qu'elles sont plus connues. Je terminerai sur le Congo et la Bolivie. Je voudrais juste souligner une chose,
c'est qu'il part parce qu'il est battu sur le plan politique, mais il est aussi désormais l'État, enfin le gouvernement, on est dans une phase de bureaucratisation beaucoup plus rapide. Les privilèges ne tardent pas à apparaître, et surtout, en plus, le vieux parti communiste est le relais de Moscou au sein de l'appareil d'État. Et c'est un relais qui va faire l'objet de très nombreuses crises. Il y en aura au moins 3 jusqu'en 1970. Et face à cette bureaucratisation rapide, le Tché combat, et il est de plus en plus isolé au sein de l'appareil. Moi, j'ai plein de témoignages de gens qui me disent oui, à la fin, là, en 64-65, juste avant son départ, on entendait souvent dans les couloirs « Y c'est Argentine, ok ». Et cet Argentin, là, qu'est-ce qu'il fait ? On se demandait « Qu'est-ce qu'il fait là ?» Et alors, comment est-ce qu'il a une vraie conception anti-bureaucratique ? Mais là aussi, on voit, alors là, les limites sont évidentes, c'est-à-dire comment elle se manifeste ? Elle se manifeste par, il prêche l'exemple, travail volontaire, alors vous avez dû voir ça dans je ne sais combien de courts-métrages, mais il opère de manière extrêmement volontariste. Bon, il prend sur lui, il travaille comme un fou, on le voit partout, seulement il prêche par l'exemple, avec une très grande intransigeance, exigence envers lui-même, intransigeance et exigence aussi envers les autres. Il a en plus, il a érigé le refus des privilèges en principe de gouvernement, et tout ça provoque beaucoup de tensions dans l'appareil, dans ce processus de bureaucratisation qui est à l'œuvre déjà à ce moment-là. Alors, évidemment, je vais arrêter là. Évidemment, c'est pas un apôtre de l'autogestion, c'est pas un apôtre du contrôle ouvrier. C'est pas du tout à ce moment-là. Bon, à supposer qu'on ait pu faire beaucoup plus de choses en termes de démocratie participative, probablement. Mais non, il a fait une expérience qui s'appelle des conseils techniques assesseurs. Il a essayé de créer des entreprises, des conseils avec des ouvriers qui aident à la gestion. Mais finalement, cette histoire n'a pas marché, bon, pour des tas de raisons sur lesquelles je ne reviendrai pas maintenant. Il ne faut pas oublier en plus qu'il y a Fidel Castro qui est au-dessus. Hein, et c'est Fidel Castro qui impose et le rythme, et l'orientation, et les méthodes. C'est évidemment pas le Tché, comme on le voit dans le grand débat. Alors, c'est pas non plus un grand féministe. Enfin, il a un comportement, il n'y a aucun problème. J'ai jamais entendu quoi que ce soit sur son comportement personnel. Il a un comportement exemplaire, d'ailleurs, sur tous les plans. Il renvoie quand on lui envoie des repas qui sont meilleurs, il les renvoie, il va à la cantine, il alphabétise, il ne veut pas de garde du corps. Enfin bon, toutes choses qui sont, vous connaissez probablement, et il n'y a aucun problème, mais c'est pas un féministe, c'est pas vrai. À l'époque, le féminisme, pareil, on est en 1960, c'est un peu dans les limbes quand même. Non, je dis tout ça parce que voilà, ça fait partie du listing que dans l'extrême gauche, certains alignent comme ça pour le mettre en cause. Et dernier point, et j'arrive sur le dernier point sur cela, il a des pratiques profondément démocratiques. Et je suis absolument scandalisée, puis je dirais 2 mots, peut-être seulement dans la discussion sur le Congo et la Bolivie, je suis scandalisée que, notamment dans le mouvement trotskiste, on ne souligne pas ça, et c'est malheureusement le cas, et pas seulement là. Son ministère, c'était le refuge de tous les dissidents et opposants pendant les quelques années qu'il a passées après 1959. Il a dit très près, quand la révolution trahit, il y avait un parti trotskiste qui s'appelait le Port à Cuba, dont j'ai rencontré certains des dirigeants, que Éric Toussaint a rencontré, un certain nombre de gens ont rencontré. Quand la révolution trahie, qui avait été imprimée, a été saisie par les anciens staliniens et passée, rejetée et jetée à la poubelle, il est intervenu pour dire qu'on ne combat pas les idées de cette manière. Bon, il avait au sein du ministère de l'Industrie les anciens trotskistes du port également. Et si vous avez lu Contretemps, puisque Francis est là, bon, quand je suis revenue de Cuba, j'ai ramené le long article
du fils du principal, Roberto Acosta, du principal dirigeant trotskiste de l'époque, qui raconte comment le Che, la veille de son départ définitif de Cuba, la veille de son départ définitif, va le chercher en prison avec sa garde du corps, l'amène, passe l'après-midi avec lui à discuter et lui dit « Vous serez libéré dans 3 semaines. » 3 semaines après, le Che n'est plus là. « Vous serez libéré dans 3 semaines, mais vous ne pourrez plus jamais, vous ne pouvez pas avoir un parti politique indépendant. » Bon, que tout ça, sans compter ce qu'il a dit au moment où Padilla, le grand poète, qui a été l'objet d'un espèce de procès de Moscou en 1971, est persécuté, commence à avoir des problèmes toujours avec les anciens staliniens, on va de crise en crise avec eux d'ailleurs, y compris de la part de Fidel Castro, et le Che discute avec lui, discute avec un de ceux avec lesquels il a débattu contradictoirement lors du grand débat, et il dit, il leur dit, l'époque n'est pas, ils veulent faire du journalisme, l'époque n'est pas à faire du journalisme dans ce pays. Enfin, il y a des éléments là-dessus, on en a énormément. 2 mots, et je termine tout de suite. Le 5e, mais on va le reprendre. Bon, le Congo et la Bolivie. Alors, si on veut se contenter de faire du Congo, si on veut faire du Congo et de la Bolivie l'exemple de l'erreur que constituait le fauquisme et la stratégie cubaine, évidemment, on ne comprend rien à rien. Ou alors on pense qu'on a un imbécile qui a été se fourvoyé dans un pays d'Afrique d'abord, dans un pays indien majoritairement, ensuite en Bolivie. Il y a des questions maintenant, ça c'est un grand secret d'État, je termine là-dessus, on pourra en reparler. Les questions sont restées sans réponse, mais une chose est certaine, il n'y a aucun doute là-dessus, il part parce qu'il part après une visite de Kosygin à la Havane, ça c'est maintenant documenté dans les archives déclassifiées à Washington. La visite de Kosygin à la Havane, c'est une visite qui dit à Fidel Castro, il rencontre Fidel Castro, on a le compte-rendu et qui dit que Guevara, après le discours d'Alger, les attaques, etc., ne peut plus être un dirigeant cubain. Donc peut-être pourrait-il rester militant de base, mais c'est tout. Et c'est à la suite de cela qu'il y a ces 48 heures, ce feuilleton à son retour d'Alger, et qu'il part. Et il part dans des conditions invraisemblables. Donc notamment la Bolivie, avec un appui supposément du Parti communiste bolivien qui est totalement hostile à cette affaire. Bref, alors il y a sans doute quand même, hein, on peut là aussi se demander, c'est mon dernier mot, il y a une chose qui est absolument certaine si vous lisez son message à la tricontinentale, c'est qu'il comprend que le seul salut pour Cuba, c'est l'extension de la révolution. Et autrement dit, la révolution permanente. Je pense que d'ailleurs, Fidel Castro partage ça à ce moment-là. Il faut voir la politique qu'ils ont eue envers l'Amérique latine, hein, qui a été à ce moment-là une politique de très grande solidarité, de soutien à la lutte armée, etc. Quelle que soit la manière dont cette lutte armée se... Mais, donc, créer 1, 2, 3 Vietnam, c'est ça le sens politique. Il comprend ça et il part. Donc on peut se dire, il y a aussi, est-ce qu'il n'y a pas dans ce volontarisme, en tous les cas, quand on analyse ces textes, je pense qu'il n'a pas beaucoup de choix et qu'il n'a pas où aller en réalité. Et donc il fait œuvre utile. Fidel Castro fait le pari que peut-être ça peut marcher. Quand après il va se retrouver tout seul en Bolivie, coupé de toute aide et de tout contact. Après les premières victoires, il y a les premières défaites, l'armée est sur ses traces. Là, on est devant un secret d'État et beaucoup de questions qui restent sans réponse. Et je pense en tous les cas qu'il faut continuer à les poser tant qu'on n'aura pas ces réponses. Peut-être que l'histoire en apportera. Mais je veux juste, ça serait trop long de terminer là-dessus pour qu'on puisse discuter ensuite. Alors, la caricature, c'est un dessin très connu, hein, un dessin animé. On voit des hommes avec un sac à dos, des jeunes, le fusil à l'épaule, qui partent dans la montagne, ils sont barbus, ils ont des colliers de perles, et puis quand ils reviennent, ils prennent le pouvoir, quoi. Donc, avec un peu de... Alors, il y avait dans les textes cubains de l'époque certains aspects qui, même la déclaration, qui est pourtant une déclaration remarquable, qui s'appelle « Le devoir de tout révolutionnaire et de faire la révolution », qui pouvait prêter à ça. Mais donc le fauquisme, c'est l'idée que la stratégie de lutte armée, il y a un petit noyau décidé qui part dans la montagne, qui s'arme et qui peu à peu va mettre le feu à la plaine. C'est l'étincelle qui va mettre le feu à la plaine, comme le disait le président Mao. Et l'expression fauquisme est venue de manière négative
parce que elle a été attribuée à des expériences qui ne représentent pas ce qu'a été la lutte révolutionnaire à Cuba. L'idée comme ça, une idée complètement volontariste, artificielle. Non. Alors, bon, sur le fauquisme, juste une chose, la guérilla, comme son nom l'indique, son origine, elle est espagnole et latino-américaine. C'est pas du tout un truc qui tombe du ciel. Les guerres d'indépendance en Amérique latine et même avant les guerres d'indépendance, mais les guerres d'indépendance du 19e siècle sont très largement des guerres de guérilla. Et avant les guerres d'indépendance, les Indiens, quand ils ont lutté contre la colonisation espagnole, ont entretenu très nombreux pays, y compris mené. Donc c'est une tradition qui est absolument une tradition régionale, locale. Le Mexique, Zapata, la révolution mexicaine, la grande révolution mexicaine de 1910, pareil. Hein. Donc c'est pas quelque chose d'importé. Alors, à propos de ce qu'a dit Ciroul, il y a dans cette affaire, il y a quelque chose qui relève, il y a des choses qu'on ne sait pas. On ne sait absolument pas ce qui se passe pendant les 2 ans, entre son départ et sa mort. Je donne un exemple. Moi, j'ai appris tout récemment, il a été à Paris à plusieurs reprises, entre 65 et 67, complètement clando, inconnu. Il est resté à Prague pendant des mois. Il est resté à Dar es Salaam en Tanzanie pendant 3 mois, où sa femme, à un moment donné, l'a rejoint, et il peut aller nulle part. Il faut comprendre le destin, ce que ça représente. Entre-temps, Fidel Castro a lu la lettre annonçant son départ et le fait qu'il quittait Cuba. Il ne peut plus retourner à Cuba. Il ne peut plus. Bon, Kosygin est venu, et en tout état de cause, les choses sont là-dessus, je crois, très claires. Je ne crois pas que ce soit une élaboration. Il y a une cohérence politique dans tout ça, et il erre en Europe, il se promène. Donc les photos, cette exposition est effectivement catastrophique. Bon, éventuellement, si j'ai le temps, je vous raconterai un peu comment les choses sont passées, mais il peut pas. Or, pour Fidel Castro, à Cuba, le problème, c'est quoi? Il ne peut pas laisser Che Guevara se trimballer comme ça dans le monde entier sans savoir où aller. C'est absolument pas possible. Il faut qu'il trouve une solution. Donc la première rupture qui s'effectue après le discours d'Alger, il part au Congo, dans des conditions, Nasser le dissuade néanmoins. Bon, il part au Congo parce qu'il semble qu'il y ait un mouvement de libération en train de se dessiner. Mais après l'échec du Congo, sur lequel il a écrit, et il dit lui-même qu'il n'y a plus rien à faire là. Mais après, c'est là que pendant des mois, on perd sa trace. Et quelle est la solution proposée par Fidel Castro? C'est la Bolivie. Mais dans des conditions de préparation, d'ailleurs, Carmen est là, je me demande toujours pourquoi, il y a quelque chose que je ne comprends pas, c'est pourquoi Régis de Brenner n'évoque pas tout ça, et il ne le fait pas. Donc, je ne sais pas quelles... Enfin, il y a des tas de raisons, dans tous les cas. Et donc, la Bolivie s'est préparée d'une façon insensée. Il arrive dans une région qui est la région où il n'y a pas les mineurs, il n'y a pas les traditions de lutte. Et Dieu sait qu'il y en a en Bolivie, les traditions de lutte. Bon, comment tout ça est préparé? Et en plus, son soutien, le premier soutien, c'est le Parti communiste bolivien, totalement opposé à la guérilla. Donc comment tout ça est géré, comment tout ça est préparé? Bon, on n'a pas affaire à quelqu'un qui ne sait pas, qui sait pas où il met les pieds. Hein. J'ai rappelé exprès l'épisode de Santa Clara tout à l'heure. Bon, donc il y a des vraies questions. En plus, si on regarde bien ce qui se passe pendant les quelques mois où il est en Bolivie, les premiers mois, il remporte des victoires. Et à ce moment-là, à la conférence de Lolas à La Havane, on est justement, après une succession de victoires sur l'armée, Fidel Castro salue les combattants. Alors il y a X pays et les combattants de Bolivie. Après, il y a une autre question. Après, commencent les revers. Une des colonnes qui se perd, etc. Bon, commencent les revers. Et là, il y a autre question. Pourquoi est-ce qu'on ne rend pas la présence du Che public? Bon, il y a plein de gens, il y a des éminents dirigeants qui ont dit si la présence du Che en Bolivie avait été rendue publique, vous imaginez le mouvement de solidarité dans le monde, ce qui serait passé à l'époque. Bon, pourquoi est-ce qu'il n'est pas... parce que ce n'est pas une question de sécurité. La CIA et les Américains, on le sait, hein, parce que les documents se déclassifient plus vite là-bas qu'ici d'ailleurs.
La CIA et les Américains savent qu'il est en Bolivie depuis longtemps en plus. Depuis longtemps, pratiquement depuis le début. Comment ils le savent? Bon, on peut avoir quand même pas mal de soupçons sur ça aussi. Pourquoi, donc tout cela, il n'y a plus aucune raison de ne pas dire qu'il est en Bolivie. Pourquoi est-ce qu'à Cuba, on ne rend pas public sa présence? Et celui qui avait posé cette question, c'est Ernest. Ernest Mandel avait posé la question à ce moment-là. Ça me permet de venir, d'en venir à la Bolivie. Deuxième question. Jusqu'à maintenant, personne l'a écrit. Et c'est une histoire un peu compliquée, mais en tout cas, il y a une chose certaine, c'est qu'il y avait des militants du port bolivien entraînés à Cuba. Le Che avait donné son accord pour qu'ils soient entraînés à Cuba, et ils n'en sont jamais partis. Et ça, alors je peux vous le dire, des témoignages qu'on a eus à l'époque, compris de Hugo Moscoso, qui était le dirigeant du port bolivien, les militants du port qui étaient à Cuba, qui se sont entraînés à Cuba, ont été bloqués à Cuba et n'en sont jamais partis. Bon, ce qui pose évidemment, vous imaginez, question très sensible sur les raisons pour lesquelles ces militants militairement entraînés déjà n'arrivent pas en Bolivie. Enfin, l'histoire de Hugo Blanc. Alors après, si on élargit un peu, mais ça serait trop long, Cyril a raison, hein. Après, il y a quand même beaucoup de questions. Sentier lumineux, ça a été un désastre. Alors, au Pérou, ça a été l'exemple d'une guérilla avec des pratiques de violence effroyables, bon, qui est dirigée essentiellement contre les Indiens, en fait. Bon, et ça, il n'y a pas qu'au Pérou. C'est-à-dire que si on voulait dresser un tableau un peu plus précis, plus détaillé de ce que c'est guerre de guérilla, de ce que cette lutte armée a produit en Amérique latine, si on met Cuba de côté, il y a eu aussi des choses qui n'étaient pas exactement révolutionnaires, des assassinats, des dénonciations, des trahisons, etc., qui font que l'utilisation de la violence armée, aujourd'hui, dans les configurations sociales qu'on connaît, hein, avec population urbaine très majoritaire, et tous les problèmes qui sont liés à cela, y compris de pratiques démocratiques, etc., bon, c'est évidemment là aussi quelque chose qui suscite beaucoup de discussions, mais ça ne règle pas la question de l'affrontement, effectivement. C'est-à-dire que ou bien on est sur un chemin de rose et on pense que la prise du pouvoir se fera par une insurrection massive, et qu'il n'y aura pas de réaction de l'autre côté, ce qui n'est quand même pas le scénario le plus probable. Et donc, en fait, ce qui manque, c'est qu'on n'a pas non plus d'expérience, parce que depuis ces quelques révolutions, les échecs latino-américains, ben, on n'a pas eu d'expérience de révolution victorieuse qui permette de tirer des leçons. Et on ne va pas inventer ça dans les livres non plus, hein, en dehors de... Alors, dernière chose par rapport aux questions que posait Charles, qui est à juste titre. Donc le rapport à la violence, bon, à la fois la question de l'affrontement et de la destruction de l'appareil d'État, difficile de penser que tout ça va se passer pacifiquement, tranquillement. En même temps, alors l'expérience de la révolution russe, alors là, ce que Charles dit est vrai, c'est-à-dire d'abord... je dirais en partie, sauf Trotsky, sauf le Che, qui a lu Trotsky. Alors en plus, il a une ribambelle de livres dans son sac à dos, répertoriés. Donc, mais il a lu, il a l'histoire de la Révolution russe dans son... Ça, Régis le dit dans un de ses bouquins, et c'est vérifié, il l'a dans son sac à dos, ainsi que d'autres choses. Mais l'expérience principale pour eux et pour lui, c'est l'Amérique latine et la guerre d'Espagne. Parce que les contingents cubains qui ont été s'enrôler dans la guerre civile espagnole sont très nombreux, beaucoup plus nombreux même que je ne le pensais. Alors, évidemment, c'est l'Amérique latine, et ce qu'ils connaissent, c'est les guerres d'indépendance, c'est Bolivar, c'est San Martin, etc. Et ce qui les inspire, c'est ça, et l'anti-impérialisme, les deux choses. Et c'est vrai, je crois, en tout cas, je pense que Fidel Castro connaissait, le Che, oui, beaucoup plus, mais je pense que Fidel Castro connaissait mal l'histoire de la Révolution russe. Pas qu'il ne la connaissait pas, mais mal. Et en plus, c'est pas sa source d'inspiration, c'est comme Chavez. Hein. Bon, c'est pas leur inspiration, elle est ailleurs. Alors, par rapport, Pignard n'est pas là, mais d'une part, il y a eu des camps
d'homosexuels à Cuba, c'est incontestable. Mais 1967, donc, et il y a juste un petit truc qu'on pourrait lui attribuer, mais ce qu'on a appelé les UMAP, unités militaires de la production, qui sont des camps de rééducation. C'est pas le goulag, hein, mais enfin, c'est pas terrible non plus. On appelle ça les UMAP, et ce qu'on y envoie, c'est, alors, les homosexuels, les dissidents, également certains prêtres, à l'époque, parce que dans ces toutes premières années, le conflit avec l'Église est très fort, et puis ceux qui violent, ceux qui ne respectent pas l'ordre social établi. Mais c'est 1967, il y a longtemps que le Che est parti. Alors la seule chose que certains précisent, et ça c'est Fidel Castro, qui a le toupet, je dois le dire, dans un livre où il est interviewé par Ignacio Ramonet, de se défausser de ses responsabilités dans cette affaire. Mais bon, c'est lui d'abord. Alors ça renvoie effectivement au machisme en Amérique latine. C'est une culture extrêmement patriarcale, etc. Bon, mais la seule chose qu'on pourrait dire, c'est qu'au ministère de l'Industrie, pendant que le Che est ministre, il sanctionne les délits. Et quand il y a délit, alors les délits, c'est le vol dans le secteur d'État, c'est des choses comme ça. Alors il a créé une rééducation, un truc où il y a une rééducation par le travail. Et ça n'a rien à voir là avec les homosexuels, ni avec tout ça. Mais les camps pour homosexuels, et un de ceux qui est maintenant assez connu, qui a été envoyé dans ces camps, c'est tout simplement le cardinal Ortega, qui a été un acteur très important dans la négociation diplomatique entre Cuba et Obama. Et ces camps ont ensuite été, 2 ans plus tard, ont été supprimés. Mais enfin, c'est quand même... alors maintenant, on n'est plus du tout dans cette situation-là. Je vous dis tout de suite, la fille de Raúl Castro a créé un centre d'éducation sexuelle, et d'éducation sexuelle comme on n'en a même pas ici. Et alors là, vous avez aucun problème actuellement des homosexuels. Il y en a beaucoup, des gays et lesbiennes, il y en a beaucoup. La seule chose qui n'est pas encore autorisée, et elle se bat pour, c'est le mariage homosexuel. Enfin, sur ça, les temps ont vraiment beaucoup changé. Bon. Oui, alors bon, le communisme et le stalinisme, pour nous, enfin le stalinisme, c'est le stalinisme, c'est pas le communisme du tout. Hein. J'ai pas dit que l'échec économique, c'était à cause du Che. Non, j'ai dit que son projet d'industrialisation avait été un échec, et j'ai expliqué pourquoi. D'ailleurs, je pense que c'est un sujet de débat qui serait intéressant d'avoir. C'est que la transition d'une économie monoculture ou mono-rentière, que ce soit le pétrole ou les minerais ou le soja, etc., sortir de ça pour un pays dépendant, pour un pays périphérique, c'est une histoire très difficile et très compliquée. Si on voulait parler du Venezuela, indépendamment de toutes les erreurs qui ont été faites, notamment par Maduro, mais en tous les cas, si on prend Chavez, je veux juste en profiter pour dire un mot. Chavez, il est pris dans une contradiction terrible à l'époque. Il faut que sur le plan social, il faut opérer de nombreuses conquêtes pour consolider le processus en cours, qui est un processus révolutionnaire qui n'a pas été à son terme, de toute évidence. Mais pour consolider ce processus qui commence, il faut qu'il donne à la population la plus pauvre, et il y a beaucoup de pauvres au Venezuela, il faut qu'il accorde une hausse du niveau de vie, des améliorations en termes d'éducation, d'alimentation, etc., etc. Il le fait avec quoi? Il le fait avec le pétrole. Bon, alors le pétrole à ce moment-là, c'est 130, 140 $ le baril. Aujourd'hui, on est descendu l'année dernière à 30, on est à 40, 50, parfois 60. Si vos exportations, c'est 80-90% de pétrole, comme le sucre, bon, et que vous passez de 100, il n'y a pas besoin d'être un grand mathématicien pour comprendre que si vous passez de 140 $ le baril à 30 ou 40 $ ou même à 50, le pays s'effondre. Alors c'est comme ça que ça a commencé. Mais quand Chavez, alors on dit, oui, il n'a pas diversifié, il n'a pas prévu, etc. Je ne sais pas s'il a prévu, mais toujours est-il qu'au début, ce qu'il a fait, c'est ça. Il a distribué.
pour consolider d'abord. Alors après, les problèmes sont beaucoup plus compliqués. Mais quand vous voulez sortir de cette monoproduction ou de cette monoculture, ce qu'on appelle la maladie hollandaise, il faut des appuis. Il faut des appuis. Alors ce qui est vrai, c'est qu'à Cuba, en ce sens, c'est pour l'aide soviétique qui au début, c'est une contradiction terrible, parce qu'à la fois ça permet la survie et en même temps ça enterre, ça enferme le pays qui devient le grenier à sucre du Comecon. C'est ça que Cuba, jusqu'en 90-91, a été. Et la diversification ne commence qu'après, une rupture qui a été faite dans des conditions en plus effroyables. Alors, quand je dis l'échec, il échoue mais évidemment dans un pays où c'est même pas le Venezuela, Cuba, pas du tout. Donc c'est très compliqué et il est obligé de faire marche arrière. Mais là-dessus, il faut tenir compte, le dirigeant principal, c'est quand même Fidel Castro, et c'est lui qui décide l'accord avec Moscou. Évidemment, alors désordonné, ah oui, c'est un bazar, hein. Mais bon, si vous allez au Venezuela, un pays sous-développé, c'est un pays où il n'y a pas de tradition d'organisation, c'est un pays où il n'y a pas de tradition horaire, il n'y a pas de tradition d'administration. En plus, à Cuba, tous les cadres un peu qualifiés sont tous partis. Le Che s'est fait, à un moment donné, injurier parce qu'il a gardé, à la direction du ministère, celui qui était là du temps de Batista. Ouf! Qu'est-ce qu'il n'a pas... Et il l'a gardé parce qu'il a dit que c'était le seul qui était capable, au début, de faire ce travail. Bon, ce qui montre aussi combien c'est compliqué. Hein, au début de la transition, enfin, il a fallu, à Cuba par exemple, autre erreur, c'est qu'il aurait fallu garder une partie des professionnels, et ça n'a pas été fait. Ils sont partis. Bon, il y avait certainement moyen de faire en sorte qu'ils ne partent pas tous. Alors, sous-développé, c'est ça, hein, donc désordre absolument. Puis, il n'y a aucune, dans la gestion, dans la rigueur, puis il y a vite les phénomènes de bureaucratisation qui commencent et qui en rajoutent. Le culte aussi, à Cuba, on dit, même aujourd'hui, El Jefe à tous les échelons. Hein, vous allez en haut, dans un ministère, dans n'importe quel endroit, etc. Vous voulez faire ou même une entreprise téléphonique, vous allez là et on vous dit qu'on doit consulter El Jefe, le chef. Alors le chef, c'est le petit chef, mais c'est quand même le chef. Et, bon, tout ça introduit des désordres considérables. Tu réponds à madame et tu conclus parce que... Oui, alors 1970, non, c'est pas deux mots, c'est pas le retour au réel. Hein, 1970, c'est l'entrée dans le Comecon et la mainmise complète soviétique sur l'économie. Et pourquoi est-ce que les portraits du Che, je peux vous répondre vraiment en deux mots. Et quand Maurice Dugofson a fait un film, qui est un excellent film sur le Che, bon, j'étais avec lui, on a fait le tour de l'île. On a rencontré 200 personnes qu'on a interviewées. Et ces personnes nous ont dit toutes une seule chose. La situation était déjà très dégradée, hein, très mauvaise. C'était après la rupture avec lui. Si le Che était là, ça ne se serait pas passé comme ça. Fidel, c'était le seul qui osait dire non à Fidel. Fidel, alors les plus critiques disaient, il se mêle de tout. Bon, et vous avez ça comme problème, hein, qui est un leader charismatique, mais qui a une responsabilité terrible aussi dans ce qui s'est passé. Effectivement, le prestige, les portraits du Che, c'est probablement la personnalité, pas chez tout le monde, parce que les jeunes, il y a une partie de la jeunesse qui est aujourd'hui dépolitisée, démoralisée, donc pas chez tout le monde, mais c'est probablement la personnalité aujourd'hui qui reste la plus prestigieuse et la plus légitime parmi toutes celles de la génération historique.